Bonjour à tous. On a l'impression que vous êtes à peu près tous connectés. Les connexions sont en train de se stabiliser. Ce qu'on va vous proposer, c'est de commencer dès à présent. Déjà, vous remercier pour votre présence aujourd'hui. On vous présente, donc j'ai le plaisir de vous présenter l'ensemble de l'équipe administrative de l'IDEA, qui est composée de Juliette Serafini, Charlotte Lemerdy, Lou Renaudino, Louis Augendre, Marine Sauron, Guillermo Vargas et Maëlys Labarthe. L'idée de l'exercice aujourd'hui, c'est, comme vous avez pu le voir dans le mail qui a circulé, c'est de vous présenter un petit peu des éléments de réflexion en cours au sein de l'équipe administrative de l'IDEA sur l'organisation d'événements scientifiques. Et on vous propose d'organiser la réunion en deux temps. Un premier temps où nous, on va prendre la parole pour vous présenter un petit peu les pistes sur lesquelles on a travaillé ces dernières semaines. Et un deuxième temps dans lequel, si certains d'entre vous ont déjà organisé des événements scientifiques ou ont assisté à des événements scientifiques, souhaitent partager avec l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui leurs expériences, leurs commentaires. Ça serait utile pour tout le monde. Est-ce que déjà, on pourrait commencer par un petit sondage rapide? Je ne sais pas si vous maîtrisez Zoom, si vous voyez que vous pouvez lever la main pour vous signaler. Est-ce que certains, aujourd'hui, dans les spectateurs, ont déjà organisé des événements scientifiques en ligne et pourraient lever la main? On a une petite idée pour ajuster un petit peu notre propos en fonction de votre connaissance des outils en ligne. D'accord. Donc, bon, c'est une petite minorité de personnes qui ont déjà eu l'expérience d'organiser des événements en ligne. Et est-ce que vous pouvez baisser la main et lever la main ceux qui ont déjà assisté à des événements en ligne et du coup qui pourraient avoir des commentaires ou des bonnes pratiques à partager avec les autres? Donc là, vous êtes déjà plus nombreux. Presque tous. Okay. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de voir dans quelle mesure vous voyez de quoi on va parler. Super. Alors, pour commencer et partager avec vous les choses, moi, je vais d'abord faire une petite partie un peu de présentation générale, les grandes lignes de ce que nous, on a pu lister de notre côté. Et ensuite, les différents membres de l'équipe vont compléter et vont faire un petit focus sur tel ou tel élément. Les questions que nous avons listées et auxquelles on vous propose de répondre aujourd'hui à partir de notre expérience sont les suivantes. Tout d'abord, comment dialoguer avec des participants, que ce soit des participants intervenant dans un événement scientifique ou des membres du public. Comment susciter l'intérêt pour l'événement en ligne, comment communiquer autour d'un événement en ligne et s'assurer que les personnes vont se connecter. Quel outil choisir en fonction du format de l'événement scientifique? Ça, c'est important aussi parce qu'il y a différents types d'événements scientifiques et ce n'est pas nécessairement le même outil que vous allez choisir en fonction de la taille, en fonction de vos objectifs. Comment recueillir et traiter les données des participants? Si vous voulez qu'il y ait un échange avec les participants, donc on va appeler conférenciers, ou des participants simples publics, il faut penser ça dès le départ. Et quelles sont également les erreurs à éviter que nous, on a pu se lister et qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Donc, je commence par ma présentation générale. Mes collègues vont ensuite compléter, comme je vous le disais. Et vous pouvez à tout moment, pendant notre première partie de présentation, faire remonter vos questions dans l'outil qui s'appelle Q&R, donc questions-réponses qui se trouve en bas de votre page. Donc, à l'écrit, si vous pouvez essayer de faire remonter les questions au fur et à mesure, on peut essayer, nous, en parallèle, d'y répondre à l'écrit. À partir du moment où on répond à une question, vous pouvez les lire. Ça nous permettra d'évacuer certaines questions peut-être un peu pratico-pratiques et essayer de réserver vos commentaires ou vos partages d'expérience plutôt dans la deuxième partie de la réunion. À ce moment-là, ceux qui souhaitent partager leur expérience, on vous propose de prendre la parole et on vous demandera à ce moment-là de relever la main. Et Juliette vous donnera la parole pour que vous puissiez présenter tel ou tel élément ou poser une question qui demande de discussion ou
au développement et que vous ne pouvez pas poser à l'écrit. Quelques éléments d'abord de contexte concernant le travail qu'on a mis en place à l'IDEA. Les présentations qu'on va vous faire aujourd'hui vont se baser sur 2 expériences, 2 cas concrets d'événements scientifiques qu'on organise. Alors, ce sont des événements qu'on organise en temps normal, en présentiel. Le premier, c'est le séminaire IDEA-ENS, qui est un séminaire mensuel que nous organisons au centre-ville de Paris, à l'ENS, que nous filmons systématiquement et qu'ensuite on monte pour diffuser à l'ensemble des membres du réseau Institut des Amériques. Et le deuxième événement, c'est le colloque annuel qu'on organise au Sénat avec la Fondation Europe-Amérique latine et l'Agence française de développement, qui est également filmé et qui est diffusé largement et qui dure 1 jour et demi. Donc sur le premier événement, on a décidé de conserver le format de 2 heures avec 3 intervenants et de le transformer en webinaire. Et pour le deuxième événement, étant donné que ça nous semblait difficile de transformer 1 jour et demi de colloque en présentiel en 1 jour et demi de webinaire pour des questions pratiques et d'attention du public, on a décidé de le couper en 3 webinaires et donc de faire cette série de 3 webinaires sur différents vendredis du mois de novembre pour conserver les grandes tables rondes qui étaient prévues, les grands axes scientifiques qui étaient prévus dans le cadre du colloque au départ et qu'on a transformé en séances à la fois liées mais organisées à différents moments et sur différentes journées. Quelques éléments généraux concernant les événements scientifiques en ligne. Vous avez l'habitude d'organiser des événements scientifiques. Ces colloques universitaires, c'est quand même des manifestations qui représentent un enjeu social, professionnel et intellectuel fort. Donc l'objectif prioritaire, c'est souvent de faire avancer l'état de la recherche dans un domaine donné. Et donc il y a tout un cérémonial autour de cet événement-là, mais vous avez quand même en tête un objectif précis. Au-delà de ça, c'est également comparable au spectacle vivant. Le fait qu'il y ait la présence d'un public et qu'il y ait une performance d'un orateur, on parle de représentation, enfin Goffman parle de représentation au sens théâtral du terme, et cette représentation joue aussi un rôle essentiel dans l'événement scientifique. Donc on peut dire qu'un colloque de façon classique va se caractériser par 2 composantes, à la fois un groupe et une organisation. C'est à la fois une réunion d'individus, mais aussi une structure organisée. Et cette organisation de la structure, vous avez l'habitude de la gérer en présentiel. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est essayer de voir dans quelle mesure cette structuration et cette organisation, il faut l'adapter légèrement quand il s'agit d'un événement qui va se faire en ligne. Quelques différences qu'on pourrait lister aujourd'hui, c'est dès le départ que ce rassemblement d'individus, on ne va pas les retrouver dans un même espace physique. Donc, il faut penser ça, le fait que chacun est chez soi en face d'un ordinateur, ce n'est pas du tout la même approche que quand les personnes vont pouvoir interagir de façon autonome dans un même espace. L'autre élément, c'est que souvent dans un événement scientifique, les échanges se font à l'oral. Ici, on va passer beaucoup par l'écrit. En tout cas, c'est ce que nous, on a choisi de faire. À partir du moment où on a un public très large, c'est difficile de donner la parole à tout le monde. Et donc, il faut essayer de définir un petit peu ça. Et le passage par l'écrit est un format d'expression un peu particulier qu'il faut également penser. Il y a des éléments de temps également qu'il faut penser dès le départ. Les écrans fatiguent beaucoup les spectateurs, donc il faut aussi tenir compte de ce temps. C'est pour ça que je vous disais au début qu'un colloque d'1 jour et demi, ça ne nous semblait pas envisageable de le reprogrammer tel quel en ligne. Et un des principaux défis aussi, c'est de retenir l'attention du public, parce qu'on voit bien que les usages des événements en ligne par le public, et on y reviendra un peu plus tard, peuvent être très différents. Donc, on peut se retrouver avec des personnes du public qui écoutent les présentations, d'autres qui vont les regarder. Ce n'est pas du tout la même approche que quand on est tous dans une même salle. Donc voilà, tout ça,
au-delà du fait que normalement dans un colloque, il y a la possibilité de développer des complicités intellectuelles qui se nouent, qui vont se prolonger au-delà de la manifestation, et que ça, c'est beaucoup plus difficile de le penser dans un événement en ligne. Donc la première étape pour essayer de voir dans quelle mesure vous allez pouvoir répondre à des objectifs que vous aurez fixés au départ, c'est le choix de l'outil. Aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est, comme on vous l'a dit, l'outil Zoom que nous, pour différentes raisons, on a choisi. On ne va pas essayer de vous présenter, on n'est pas là pour vous vendre tel ou tel outil, on ne va pas vous présenter en détail l'outil Zoom. On va essayer de vous faire des éléments de présentation qui puissent correspondre à l'ensemble des outils, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ont tous plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Le premier élément, c'est de voir qu'il n'y a pas un outil qui soit simple et qu'il y a des fonctionnalités différentes d'un outil à l'autre, mais c'est surtout en fonction du format et de la taille de l'événement que vous voulez organiser, mais également des compétences techniques de vos intervenants ou des personnes qui vont venir vous aider à organiser l'événement, que vous devez choisir votre outil. Donc, ce n'est pas du tout la même chose si c'est une journée d'études, si c'est un séminaire entre pairs, si c'est une grande messe institutionnelle avec un gros événement scientifique, avec des centaines de participants. Ça ne va pas nécessairement être le même outil que vous allez retenir pour tel ou tel format. Je reviens un peu à ce que je disais en introduction, il faut aussi se poser la question de l'objectif principal de votre événement. Si c'est de produire de façon collective un papier, si c'est de développer un maximum d'échanges entre les participants, si c'est de donner la parole à des acteurs clés qui sont un peu VIP et qui sont spécialistes de tel ou tel sujet, là aussi, vous allez peut-être faire des choix qui vont être légèrement différents. Et donc, il faut penser à ça dès le départ. Il faut également vous poser la question rapidement de la captation de votre événement. Est-ce qu'il sera simplement filmé pour permettre à des personnes qui ne sont pas dans un même espace d'échanger? Est-ce qu'il sera filmé et retransmis en direct ou en différé sur votre site internet, sur les réseaux sociaux comme Facebook Live ou sur des plateformes vidéo comme YouTube? Et vérifier dès le départ, si ça fait partie des options que vous avez choisies, que l'outil que vous allez sélectionner est compatible avec telle ou telle option. Mais également d'y penser dès le départ comme est-ce que le fait de filmer et ensuite de le retransmettre, ça va être compatible avec votre objectif scientifique de départ, puisqu'on a bien noté qu'une personne qui est filmée n'aura pas la même façon de prendre la parole que si elle sait que voilà, elle va avoir un échange avec des collègues pendant un temps donné et qu'ensuite ces échanges-là vont disparaître et ne seront pas nécessairement retransmis. Donc, aucun outil n'est vraiment parfait. Il va falloir que vous priorisiez un petit peu vos options et faire des choix en fonction de ce qui vous semble vraiment prioritaire pour votre événement. Il faut également prendre en compte au moment du choix de l'outil du temps dont vous allez disposer. Est-ce que vous avez beaucoup de temps pour préparer votre événement ou est-ce qu'il a lieu dès la semaine prochaine et donc il faut faire des choix un peu rapides? Du budget, est-ce que ça va avoir un coût ou pas? Et du nombre de personnes qui peuvent s'engager à vous aider dans la préparation en amont, mais également dans la gestion le jour J. On se rend compte que là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un format un peu spécial puisque vous allez voir que c'est un événement, enfin, c'était 2 événements importants donc, qui ont demandé la mobilisation d'une équipe relativement conséquente. Et donc, voilà, il y a des spécificités. Ça nous a permis de développer des choses en parallèle. Si c'est une petite équipe, on estime qu'il faut être à minima entre 3 et 4 personnes pour bien gérer un petit événement en ligne qui ne soit pas trop complexe. Donc, ça veut dire qu'il faut nécessairement recruter des collègues ou des étudiants pour vous aider et que vous ne soyez pas seul à gérer quelque chose puisque la difficulté, c'est que vous allez être obligé de gérer en parallèle de nombreux éléments et une seule personne ne peut pas tout gérer en parallèle, ça c'est clair. Donc, un conseil qu'on pourrait vous donner dès le départ, c'est éviter de choisir un outil qui soit trop compliqué à installer et à utiliser, à la fois pour vous et pour les personnes que vous allez mobiliser au niveau de l'intervention. Il vaut mieux commencer par une expérience un petit peu modeste et bien maîtrisée,
plutôt que de se lancer dans quelque chose qui serait trop complexe, qui vous obligerait, qui entraînerait de nombreux bugs, et ce qui risquerait de donner une mauvaise image à la fois de votre institution, de votre travail ou de votre groupe de recherche. Et ce n'est pas non plus très agréable pour les intervenants ou pour le public quand les bugs se multiplient. Après avoir choisi l'outil, la préparation de l'événement en amont, il faut préparer, comme tout événement, un programme classique avec des heures de calage des interventions. Mais au niveau de temps de prise de parole, bien penser, anticiper les soucis techniques et avoir des petits temps morts entre les interventions des uns et des autres. Ça peut être utile de ne pas être trop serré au niveau timing, ce qui peut vous permettre pendant votre événement de faire remonter une ou deux questions du public, d'y répondre, enfin, de meubler. Il vaut mieux avoir un petit temps suffisamment large plutôt que d'être trop serré parce que forcément, il y a des soucis techniques qu'on ne peut pas toujours anticiper. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de talkie-walkie virtuel. Vous n'êtes pas dans la même salle. Donc, il faut prévoir dès le départ un outil de communication entre les organisateurs, entre les personnes qui vont gérer l'outil en ligne, indépendamment de la plateforme. Nous, on avait Zoom et on a défini un canal de communication au sein de l'équipe administrative pour justement échanger et gérer les petits soucis. Ce canal, il doit être instantané et pouvoir être organisé en différents groupes. Il peut y avoir un groupe technique, un groupe spécialisé pour la gestion des intervenants, un groupe qui va uniquement s'occuper du public. C'est bien que les canaux soient bien différenciés. Là, pour ça, il y a de nombreuses solutions. Nous, on a choisi de passer par WhatsApp parce que c'est ce qu'on fait au quotidien, mais il y a d'autres outils comme Discord ou Slack ou des outils d'entreprise comme Teams qui vous permettent d'avoir cet espace de communication en parallèle. Une fois que vous avez choisi votre outil, c'est important aussi d'abord de vous former, de bien maîtriser l'outil, de savoir comment ça fonctionne, de chercher un petit peu les différentes fonctionnalités et ensuite de bien former l'équipe qui va vous accompagner. C'est important à la fois qu'ils le maîtrisent, mais aussi que vous définissiez dès le départ les rôles de chacun, parce que dans un événement à distance, on se retrouve très souvent dans une situation où on a tendance à gérer les choses en doublon, et donc c'est une perte de temps pour tout le monde et de stress également, donc il faut que les rôles soient définis dès le départ. Faites attention aussi au décalage horaire, surtout si vos intervenants sont internationaux. Ce qui est pratique dans les événements en ligne, c'est qu'on peut mobiliser plus facilement des intervenants qui sont dans d'autres pays. Il n'y a pas de question de billets, d'hôtels, et de mobilisation de telle ou telle personne pendant plusieurs jours. Elle peut intervenir pendant 2 heures sur un séminaire et donc va accepter plus facilement votre invitation. Mais voilà, il faut prévoir aussi que l'événement soit aux bons horaires pour que cette personne puisse intervenir. Si vous travaillez aussi avec des extérieurs, par exemple, pour les questions de traduction, si vous passez par un prestataire pour la traduction, c'est bien aussi que ces extérieurs, qui ne font pas partie de votre équipe de gestion, soient intégrés en amont dans la préparation de l'événement, surtout pour qu'eux aussi maîtrisent les outils que vous avez choisis. Il faut prendre le temps de former les intervenants en amont, ça c'est ce que Maëlys et Juliette vont vous présenter. Même si, par exemple, nous, ce qu'on a constaté, c'est que vous avez l'habitude d'utiliser Zoom pour vos cours. Or, le format qu'on utilise aujourd'hui, c'est le format de webinaire du Zoom et il a quelques particularités. Donc, c'est toujours bien d'organiser des moments de test en amont avec les différents intervenants pour s'assurer qu'ils ont bien compris comment vous alliez fonctionner. Il faut également être aussi précis que possible sur le déroulé des interventions et sur l'environnement de façon générale, de bien leur présenter comment vous allez procéder, quel est le timing, qui fait quoi. Il ne faut pas hésiter à entrer dans le détail de tous ces éléments-là, prendre le temps aussi de répondre à leurs questions, d'échanger en amont pour que tout le monde soit à l'aise et n'ait pas de moment de stress à la dernière minute. Un élément tout simple que nous, on faisait aussi au départ, c'est que quand vous lancez un webinaire, vous avez un espace en interne pour briefer
les intervenants avant le lancement officiel du webinaire. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on présentait l'ensemble des membres de l'équipe pour bien leur expliquer quelles étaient les fonctions des uns et des autres et les rassurer aussi, parce que c'est toujours un peu stressant de se dire je suis en gros plan sur une vidéo, je suis seule face à mon ordinateur. Non, il y a une équipe qui est derrière, qui est là pour répondre à vos besoins et vos difficultés le jour J. Ça, c'est rassurant aussi de prendre ce temps-là d'expliquer, de se présenter. Faites attention aussi au fait que on a tendance à envoyer des emails avec des informations, mais il y a différents types de conférenciers. Il y a ceux qui vont lire leurs mails et ceux qui ne les liront pas. Et il y a ceux aussi qui passent par des secrétariats ou des intermédiaires pour préparer, c'est le cas des personnes un petit peu qui ont des responsabilités importantes. Donc, bien mettre dans la boucle les personnes qui vont être capables de connecter l'intervenant à la plateforme et que cette personne-là ait accès à toutes ces informations aussi. Rappeler les principes de base de la visioconférence, ça aussi on y reviendra, mais il vaut mieux être connecté par câble que par Wi-Fi, c'est plus stable, avoir un micro et un casque pour que le son soit toujours bon. C'est toujours mieux d'avoir une webcam que la caméra intégrée sur l'ordinateur portable pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Il y a plein d'éléments techniques qu'il faut faire valider et vérifier à différentes étapes de la préparation. C'est important parce que c'est quand même l'événement que vous gérez et malheureusement, vous n'avez pas la main, vous ne pouvez pas intervenir à la dernière minute comme quand vous êtes dans une salle. Si les éléments techniques n'ont pas été stabilisés en amont chez tel ou tel interlocuteur, quand il y a un gros bug, vous ne pouvez pas forcément le résoudre facilement. Et pour les questions de partage d'écran, mais aussi de partage de vidéos, ça arrive régulièrement. Si vous sentez que vous avez un intervenant qui n'est pas complètement à l'aise, vous pouvez aussi lui proposer d'enregistrer son intervention et de la récupérer en amont, au cas où. Ça peut toujours vous permettre de passer une vidéo et de faire intervenir votre communicant pour répondre aux questions, mais ça vous évite d'avoir un gros problème technique, surtout si sa connexion est très mauvaise, si ses conditions de travail ne correspondent pas forcément au fait que ce genre de webinaire en ligne nécessite quand même une bonne bande passante au niveau du son et de la vidéo pour qu'on puisse échanger correctement. Pendant l'événement, il y a également pas mal de points clés à voir. Il faut, comme je vous disais, que tout le monde se connaisse et que tout le monde connaisse bien le rôle des uns et des autres. Ce que je vous disais aussi au départ, il faut être à minima au niveau de la coordination scientifique, une voire deux personnes, parce qu'on se rend compte qu'entre gérer les prises de parole des uns et des autres et gérer les questions-réponses, gérer tout type de demandes qui peuvent être simplement liées à la prise de parole de vos interlocuteurs, ça peut demander beaucoup de travail, surtout s'il y a des questions de langue et de traduction et de restitution dans une langue ou dans l'autre. Ça peut être assez épuisant pour le coordinateur scientifique d'assumer ça seul. Donc, si vous pouvez dès le départ proposer un binôme et travailler avec un collègue qui connaît également la thématique, c'est toujours mieux et c'est rassurant en cas de difficulté technique aussi de votre côté. C'est important de rappeler les règles à l'ensemble des intervenants avant de lancer le webinaire, mais également que le coordinateur scientifique rappelle les règles à l'ensemble du public dès que vous lancez le webinaire au départ. Leur dire comment ils peuvent intervenir, à quel moment, comment ils peuvent poser des questions, s'il y a des questions de micro, de vidéo, etc. C'est toujours bien de repréciser les règles à tout le monde dès le départ, voire de les réécrire dans le chat, on y reviendra un peu plus tard aussi, parce qu'il y a des membres du public qui arrivent au fur et à mesure et donc qui n'ont pas nécessairement entendu les règles au départ et ce n'est pas toujours évident d'entrer dans un espace comme ça virtuel et de ne pas savoir où on en est de l'événement et comment se passent les choses. Assurez-vous également que vous respectez les horaires, c'est important aussi de bien commencer à l'heure et de bien finir à l'heure. C'est moins évident de continuer à
à discuter, sauf si vous le prévoyez dès le départ et que vous voulez avoir un espace de discussion un peu informel après l'événement. Ça, c'est possible de le programmer, mais c'est toujours bien aussi que vos différents interlocuteurs connaissent les horaires et connaissent le programme pour qu'eux-mêmes puissent s'organiser. C'est difficile aussi, ça vous l'avez constaté en cours, d'échanger avec le public, de savoir si le public suit, comprend, d'avoir ses réactions. Ce n'est pas toujours évident pour le coordinateur scientifique ou pour l'intervenant de savoir où en est le public. Donc c'est là que vous pouvez vous appuyer sur différentes options comme le chat, comme des périodes d'interaction avec le public qui peuvent arriver peut-être un peu plus tôt dans l'événement, pas attendre la fin. Voilà, comment penser cette interaction qui se fait moins facilement à distance que quand vous êtes dans un même espace. Il y a des options que nous, on n'a pas du tout creusées à l'IDEA, mais qui sont importantes dans vos événements scientifiques, qui sont les zones d'échange informel. Quand vous prenez un café, quand vous accueillez le public, ces zones de circulation, les couloirs, les pauses repas, ce sont des moments importants justement pour développer les complicités intellectuelles, et ça, on le perd un petit peu en ligne. Donc ça, nous, on n'y a pas encore travaillé, mais je pense que c'est bien que vous puissiez vous le noter. Comment le penser? C'est possible sur Zoom de créer des sous-salles et pourquoi pas de créer des salles d'accueil du public, que des personnes alors, à penser, soit des salles ouvertes et que les personnes puissent y entrer et sortir pour discuter de façon informelle, soit des groupes par thématique. Enfin voilà, c'est des espaces qu'il ne faut pas négliger. Puisque c'est quand même un des objectifs d'un événement scientifique, c'est de rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'est vrai que le webinaire nous limite un peu à ce niveau-là. Donc, c'est certainement un point qu'il faut creuser et qu'il faut continuer à penser et pourquoi pas en discuter pendant le moment de dialogue aujourd'hui. Si vous avez des bonnes pratiques ou des idées, c'est intéressant pour nous de savoir comment vous gérez ça. Et puis, je vais m'arrêter là. Il y aurait aussi d'autres moments, c'est tout le post-événement, mais que Guillermo développera, lui, de son côté. Donc, voilà, voir comment vous gérez l'après, notamment si vous avez filmé, qu'est-ce que vous faites de cette vidéo, comment vous la partagez. Je vais simplement, pour terminer, vous présenter le format du Zoom, pour ceux qui ne l'auraient pas encore observé. Donc, partager. Vous voyez l'écran, c'est bon? Ouais. Au niveau du Zoom, ce que vous avez dans le webinaire qui est légèrement différent, c'est que vous avez une différence entre les conférenciers et les spectateurs. Donc, l'avantage du webinaire, c'est que vous pouvez définir un rôle de conférencier à des personnes qui vont intervenir. Et donc, ce sont uniquement vos conférenciers qui vont apparaître en vidéo et qui auront un accès micro, alors que les spectateurs qui sont dans le deuxième onglet que vous voyez sur le côté droit, ce qui est votre cas aujourd'hui, eux n'ont que l'accès à ce qui est dit, mais ne peuvent pas prendre la parole et ne peuvent pas partager leur vidéo. Donc, ça permet de concentrer l'espace du webinaire sur les personnes qui doivent prendre la parole. Ça, c'est le premier élément. Et ce que vous avez en bas, pour que vous puissiez aussi l'identifier en tant qu'organisateur d'un webinaire, c'est que vous avez la possibilité de créer des sondages, ce que nous, on n'a pas encore trop développé, mais ça peut être utile aussi pour voir dans quelle mesure vous voulez avoir des retours du public sur telle ou telle question. Ça peut être pratique. Et le deuxième élément, qui est important aussi à tester avec vos intervenants, c'est au niveau du partage d'écran. On leur conseille toujours d'avoir, ce qui n'est pas le cas là, ici, donc c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, pas trop de documents ouverts en même temps pour éviter de partager le mauvais document avec l'ensemble du public.
Voilà, donc il faut être capable assez rapidement, le moment du partage d'écran est toujours un petit moment de tension, de trouver la bonne fenêtre que vous souhaitez partager avec les intervenants. Donc ça aussi, ça fait partie des petits trucs à tester en fonction de l'outil que vous allez choisir d'utiliser. Et donc, je passe la parole. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette première partie ou on peut enchaîner sur la présentation des autres membres de l'équipe? Oui, c'est bon, on enchaîne. Donc, je passe la parole à Maëlys. Merci Marion. Il y aura peut-être quelques questions sur lesquelles tu reviendras, notamment sur les limites et les avantages que présente le format webinaire. Mais comme vous le disiez Marion, effectivement, la configuration qu'on a aujourd'hui est un peu différente de celle que vous avez l'habitude d'avoir en cours pour ceux qui utilisent Zoom pour leurs cours. Et c'est la raison pour laquelle on s'efforce de faire des tests en amont avec tous les intervenants et les coordinateurs scientifiques pour vérifier un petit éventail d'éléments qui sont essentiels. Ça passe par la stabilité de la connexion, le bon fonctionnement du micro, conseiller de mettre un casque et des écouteurs parce qu'on entend mieux, d'autant que le son via Zoom peut parfois être un peu capricieux. La luminosité également de la pièce. Et aussi, autre point important qu'elle vient de mentionner, c'est l'autonomie des intervenants pour ce qui est des partages d'écran ou de la présentation de PowerPoint lorsque c'est le cas. Donc en général, on propose pendant le test que les gens partagent leur écran, qu'ils essayent de faire défiler leurs diapositives, etc. On se rend compte que ce n'est pas toujours évident, donc on ne peut que vous recommander vraiment de faire ces tests-là. Ça permet aussi de visualiser les différents outils auxquels on n'est pas familier, le QNR notamment, le fait qu'on voit les participants, mais qu'on ne les voit pas visuellement, on voit seulement vos noms, là, en ce qui nous concerne. Donc ça, c'est important aussi de leur préciser comment vont se présenter les choses, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un affichage successif. Au début, on a le coordinateur de la séance ou la personne qui présente l'événement qui va être mis en vidéo centrale, qui va être mis en vedette pour suivre le langage Zoom. Et ensuite, ce seront les intervenants successifs qui seront mis en avant que nous, le choix qu'on avait fait, c'était de mettre tout le monde en format galerie, c'est-à-dire de voir les différentes petites icônes pendant la partie de débat et de dialogue qui permettait de répondre aux questions du public. Autre conseil qu'on avait à vous partager aujourd'hui, c'était de récupérer au maximum les présentations PowerPoint qui seraient diffusées durant l'événement pour avoir une sécurité, une garantie. Ça nous est arrivé de devoir reprendre la main sur un partage de présentation parce qu'il y avait un défaut de connexion chez l'intervenant ou parce qu'il y avait un problème d'affichage. Donc vraiment récupérer au maximum ces présentations-là. Et pour pallier l'absence de rencontres préalables entre les différents intervenants d'une même séance, d'un même panel ou d'un même événement, on avait partagé dans un fichier Drive sur Internet tout simplement les différentes présentations de chaque intervenant pour que tous puissent avoir une idée de ce qu'aborderaient les autres et éventuellement de prendre connaissance ou d'avoir des questions en tête au préalable. Ce qui m'amène à vous parler de la question des langues. Pour l'événement Femmes en Mouvement, on avait cet obstacle-là en plus, si on peut dire, puisque non seulement on avait des créneaux horaires et des fuseaux horaires différents, mais on avait aussi plusieurs langues. Donc, pour les modératrices et coordinatrices scientifiques, ça a impliqué un certain travail. Pour ce qui était des intervenants, ce qu'on avait proposé, c'était de traduire leur présentation PowerPoint pour qu'ils puissent présenter dans une langue et diffuser dans une autre. Comme tous ne sont pas forcément bilingues ou trilingues, on avait essayé d'anticiper au maximum et si on recevait un PowerPoint suffisamment en amont, on pouvait prendre le temps de le traduire. Ce qui s'est révélé plutôt pertinent dans notre cas. Et c'est aussi pour ça que le test est important, c'est de bien repréciser le déroulé et la chronologie de l'événement. Leur dire, voilà, il y aura une introduction qui sera faite par telle personne pendant tant de minutes. Puis ensuite, ce sera à vous de prendre la parole en deuxième, troisième, quatrième position. Ça permet de rassurer un peu les gens et
d'éviter un peu la panique, de ne pas savoir quand est-ce qu'on va prendre la parole, parce que justement, on n'a pas ce contact visuel de se dire maintenant c'est à votre tour ou autre. Ce qu'on leur conseillait également, c'est de ne pas s'occuper des rubriques questions et des rubriques participants pendant le webinaire, parce que ça trouble un peu la concentration des personnes qui sont en train de parler, et justement éviter d'ouvrir l'espace de questions au maximum, parce que ça va nous dérouter, parce qu'il peut y avoir des fois des commentaires un peu malveillants ou autres. Donc, comme on avait une équipe à l'IDEA qui pouvait prendre en charge toute cette partie de questions, on avait conseillé aux intervenants de ne pas s'en occuper. Deux autres points, et après j'en termine. Revenir avec eux sur le lien d'invitation, puisque contrairement au Zoom classique où on peut envoyer et partager un lien, lors d'un format webinaire pour les panélistes, c'est un lien qui est nominatif et qui est envoyé automatiquement par Zoom à une adresse mail. Donc, c'est un message qui est automatique et il n'est pas duplicable, il n'est pas réplicable. Si vous l'envoyez à quelqu'un d'autre, il ne fonctionnera pas. Donc, vérifier avec eux que c'est bien la bonne adresse mail à qui a été envoyé le lien. Et en général, il y a un rappel automatique qui est fait par Zoom 1 heure avant. Donc, ça permet d'éviter d'avoir une petite frayeur de dernière minute. Et enfin, Marion vous a parlé de la diffusion en ligne de cet événement, qui est une première chose, et éventuellement de sa retransmission simultanée ou a posteriori sur d'autres créneaux, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur vos sites internet respectifs. C'est important de penser droit à l'image dans ces cas-là, et de penser à faire signer des autorisations photos et vidéos à toutes les personnes qui seront amenées à être à l'écran. Voilà, pour des questions purement juridiques. Pour ce qui est du lien avec les intervenants pendant la durée de l'événement, moi j'ai plutôt parlé de l'amont. Je vais laisser la parole à Juliette qui saura vous dire comment est-ce qu'elle a pu manœuvrer au moment voulu. Merci Maëlys. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter les différents aspects techniques que nous avions choisi de mettre en place pour les événements qui viennent d'avoir lieu ces dernières semaines. Donc, une première information au sujet des canaux de communication que nous avons mis en place. Donc, effectivement, tout d'abord, entre l'équipe et les intervenants, nous avons systématiquement créé un groupe WhatsApp avec l'ensemble des intervenants, ce qui nous permettait de communiquer en direct avec eux en cas de bug technique ou tout imprévu. Donc, par exemple, on a eu le cas d'intervenants pour qui la connexion Internet était instable et donc il fallait qu'on revoie l'ordre de prise de parole en plein milieu du direct. Donc, c'était par ce biais-là qu'on les informait. Ça nous a permis aussi de les prévenir que nous reprenions le relais pour diffuser leur PowerPoint s'il y avait un problème d'affichage de leur côté. Ou aussi pour leur indiquer, par exemple, qu'il leur reste 1 minute dans leur temps d'intervention. Donc tout ça, ça permet d'avoir vraiment un espace dédié et qui ne soit pas visible par le public. On évite ainsi de communiquer des informations qui pourraient être internes et qui ne concernent pas forcément le public. Un autre espace qui a été mis en place entre l'équipe et la coordinatrice scientifique qui avait donc un rôle de modération. C'était donc un document Drive pour la remontée des questions et c'est ce que va vous présenter mon collègue Louis par la suite. Enfin, donc on avait un canal de communication entre l'équipe et le public. Nous avons fait le choix d'utiliser le chat sur Zoom pour faire passer des messages généraux à l'attention du public. Donc, par exemple, vous entendez actuellement tel intervenant, n'hésitez pas à poser vos questions, rendez-vous pour la prochaine séance, etc. Puisque, comme le disait Marion, les membres du public sont amenés à se connecter à des moments différents et n'ont pas forcément accès à ces informations-là. Donc, on essaie de les remettre de façon fréquente sur le chat. Et donc, comme on vous l'a dit un peu plus tôt, effectivement, le public ne peut pas écrire dans cet espace-là, mais uniquement dans l'outil questions-réponses par lequel vous êtes amenés à nous écrire là depuis le début de la séance. Ensuite, donc, je voulais vous transmettre une deuxième information au sujet de la gestion des micros, qui est un aspect important aussi. Donc, dans la mesure du possible, lors des briefs, Maëlys leur demandait de veiller à gérer eux-mêmes leurs micros, c'est-à-dire à le couper lorsque la personne n'intervient pas pour éviter toutes les nuisances, mais aussi à penser à le remettre au moment de redémarrer son intervention.
Mais pour ça, nous avions prévu une personne pour le faire en direct en cas d'oubli, puisque dans le feu de l'action, c'est normal de ne pas penser à ces petits détails-là. Donc, on avait toujours quelqu'un en backup pour le faire si nécessaire. Et enfin, donc, toutes les règles techniques sont systématiquement rappelées par la coordinatrice scientifique en début de séance. Donc, dans un premier temps, dans une salle privée, comme vous le disait Marion, donc, nous donnons rendez-vous 30 minutes avant le début de la séance aux intervenants pour un dernier brief technique, repréciser l'ordre de prise de parole, toutes ces questions de micro que je viens de vous exposer. Et donc, dans un deuxième temps, une fois que le public se connecte, pendant l'introduction, la coordinatrice scientifique rappelait le déroulé de la séance, le temps de parole pour chaque intervenant et surtout l'espace dans lequel le public pouvait interagir avec les intervenants. Et donc, c'est ce que va vous présenter désormais ma collègue Charlotte, à qui je cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, moi, de mon côté, je vais vous faire un partage d'écran pour vous présenter les questions, donc la boîte Q&R. Alors, donc voilà, en fait, la boîte Q&R se présente comme ça. Une fois qu'elle est ouverte, donc on a les questions qui apparaissent ici. Ces questions-là, elles sont visibles seulement par les conférenciers. Les personnes qui sont spectatrices ne peuvent pas les voir. On peut choisir de répondre en direct. Donc là, c'est vraiment un outil qu'on va utiliser si la question va être traitée tout de suite par les intervenants. Nous, ce qu'on a pris le parti de faire, c'est d'utiliser taper réponse ici. Ce qui apparaît quand on choisit de taper la réponse, c'est cette petite boîte de dialogue ici. Nous, on avait préparé des réponses en fait type qu'on collait directement. Donc là, c'est merci pour votre question, elle a bien été notée, on la prendra en compte à la fin de la séance. On peut aussi choisir de l'envoyer en privé directement à la personne qui a posé la question. Donc là, seulement cette personne-là pourra voir la réponse. Si on clique sur envoyer ici, je vais vous montrer ensuite, mais elle apparaîtra dans l'onglet résolu ici. Hop. Voilà, là, on a les questions résolues. Et donc, notre réponse apparaît ici en dessous. On peut choisir de taper une autre réponse, par exemple, pour préciser ce qu'on voulait dire. Ou alors, la personne qui a posé la question et à qui on a répondu peut aussi nous répondre, nous remercier ou poser une autre question. Voilà. En fait, il y a une forme de discussion qui peut s'ouvrir à partir de là. Et on peut aussi rejeter les questions. Donc, en fait, ça, c'est au moment où la question est dans l'onglet ouverte ici. Donc, quand personne ne peut encore la voir à part nous, conférenciers. En survolant la question, on a une petite mention qui apparaît en haut à droite, rejeter. C'est quelque chose qu'on évite d'utiliser, nous, dans nos séminaires en tout cas, parce que la personne en fait, dont la question a été rejetée reçoit une notification pour la prévenir que cette question a été rejetée. Et une fois qu'elle est rejetée, elle apparaît pour nous, conférenciers, ici dans un troisième onglet, mais pour les spectateurs, elle disparaît complètement. Donc, ils ne l'ont pas vue. Après, si ça a été une fausse manip, on peut toujours rouvrir la question et elle apparaîtra de nouveau dans ouverte. Et là, on peut répondre normalement et la mettre dans résolu. Donc voilà, c'est un outil auquel il faut faire attention à rejeter. En tout cas, nous, on a décidé de s'en servir comme ça. Donc voilà, pour le Q&R, c'est vraiment quelque chose qui est différent de l'outil Converser, là, le chat que vous pouvez connaître. Nous, le chat, on s'en sert vraiment pour donner des informations au fur et à mesure pendant notre séminaire sur ce qui est la présentation en cours. Par exemple, vous entendez telle personne qui vous présente tel sujet, ou alors l'IDEA vous propose une autre séance sur tel sujet plus tard. Mais le Q&R, ça va vraiment permettre aux personnes de poser des questions et nous d'y répondre en direct. Ça peut être des questions un peu larges ou des questions un peu plus précises. Et on a aussi choisi de répondre aux questions au fur et à mesure pour désengorger le Q&R et pour montrer aussi aux spectateurs qu'il y a bien une équipe derrière qui lit les questions et qui est là pour y répondre le plus vite possible et pour les traiter. Voilà, je laisse la parole à mon collègue Louis. Non, mais c'est pas moi qui parle tout de suite, c'est Marine. Je laisse la parole à ma collègue Marine. Merci. Donc bonjour, moi c'est Marine et je fais partie de ce qu'on appelle la team Q&R avec Charlotte et Louis. Donc là déjà depuis tout à l'heure, on a répondu à plusieurs questions-réponses. Donc je pense que vous avez un peu vu quel est notre travail.
En général, nous sommes 4, ça peut paraître beaucoup, mais dans les webinaires qu'on a fait, on avait beaucoup de spectateurs, puis on avait aussi une question de langue qui était venue, donc c'était pour ça qu'on était plusieurs. Moi, ce dont je vais vous parler, je vais compléter ce que Charlotte a dit, dans le sens où dans le QNR, on n'a pas que des questions qui sont adressées aux intervenants. Donc, on a souvent des questions adressées aux intervenants qui sont des questions précises sur ce qu'ils viennent dire pour compléter ou des questions, des exemples. Mais on a aussi beaucoup des questions très logistiques sur la plus connue, c'est qu'on a eu pour nous les webinaires, c'était dans quelle langue va continuer le webinaire, est-ce qu'il va y avoir une traduction, est-ce qu'il va y avoir une restitution, ou des questions très techniques qui est j'aimerais bien les spectateurs aimeraient intervenir, mais ils ne peuvent pas parce qu'on est en format webinaire et tout le monde ne connaît pas le webinaire. Donc moi, je vais vous partager juste un document qu'on a créé au sein de l'équipe. J'espère que tout le monde va bien. Donc, c'est un Google Doc qu'on a créé. Et donc, ce sont en fait, des réponses toutes faites qu'on a fait en fonction du type de questions qu'on pourrait avoir. Donc, on avait imaginé un peu à l'avance. Donc, on les avait divisées un peu en questions, mettons, attendez, j'avais surligné. Donc, voilà, questions très logistiques, comme par exemple pas de traduction. Donc, on avait imaginé des réponses ou des questions juste des réponses qui accusent réception d'une question ou d'une remarque. Généralement, donc, quand il y a quelqu'un qui pose une question pour un intervenant, on dit juste « Oui, merci, votre question a été prise en compte et elle sera traitée après dans la deuxième partie du webinaire. » On a aussi créé des messages tout prêts qui se mettaient dans le chat, notamment pour présenter les intervenants. Donc, je vais vous montrer juste le dernier tableau si ça... Voilà. Donc, on avait juste créé pour chaque intervenant qui est en train de parler, son nom, de quel organisme elle vient, quelle université, quelle entreprise. Et toujours en mettant un petit message pour dire n'hésitez pas à poser des questions dans le QNR, on va vous répondre. Sur le document, vous pouvez voir que c'est en plusieurs langues, en anglais, en espagnol, et on l'avait fait en portugais aussi. Donc ça, c'est dû au fait que notre webinaire, la plupart de nos webinaires, on a un public qui est international qui parle plusieurs langues, et les intervenants sont souvent aussi des personnes qui parlent anglais ou espagnol, notamment le webinaire pour Femmes en Mouvement, où on a eu le 3e webinaire qui parlait 4 langues. Donc voilà, je vais juste terminer en rajoutant que donc, dans notre team QNR, on avait une personne qui s'occupait des autres plateformes de questions-réponses parce que nos webinaires, ils ont été diffusés sur Facebook, en Facebook Live. Donc, sur Facebook, pour notre expérience, on n'a pas eu énormément de questions. On en a eu quelques-unes. Donc, on avait quelqu'un qui, de temps en temps, regardait un peu les autres plateformes et qui les récupérait. Donc là, je vais laisser la parole à Louis qui va parler des autres documents qu'on utilise. Merci Marine. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter le dernier outil de la team questions-réponses, qui est donc le document que l'on partage avec la coordinatrice ou le coordinateur de l'événement, qui est également un document donc, sur Drive dans lequel la team questions-réponses recopie les questions qui sont posées dans l'outil questions-réponses. Donc, ça répond à la question de Jean-Baptiste Velu qui était de savoir s'il y a un filtrage des questions par les organisateurs. L'usage de cet outil, il permet que uniquement les questions de fond et qui concernent l'intervention en elle-même soient transmises à l'organisateur. Les questions qui sont de termes techniques, de rediffusion, de fin du séminaire, de traduction, c'est la team questions-réponses qui s'en occupe et la personne qui gère le séminaire et qui va l'animer n'aura pas besoin de voir ces questions. Donc, dans ce document, on recopie le destinataire de la question quand cela est précisé dans la question en entier et le nom du spectateur. De son côté, le coordinateur ou la coordinatrice, elle a accès au tableau quand elle veut, elle ne reçoit pas de notification quand on rajoute une question, donc ça ne va pas venir perturber son fonctionnement et ça ne va pas venir faire du son ou venir faire une notification qui va la déranger. Et nous, on reste aussi attentifs au déroulé du séminaire parce que, par exemple, une fois qu'une question a été posée, on va la prendre et on va la changer de couleur, par exemple,
pour que ce soit plus clair sur le document quelles questions ont été posées, quelles questions ne l'ont pas encore été. Voilà. Ensuite, voilà. Et donc, vis-à-vis de ce document, ce qu'on conseille, nous, aux coordinateurs, c'est d'avoir 2 écrans, avec un écran sur lequel la personne peut suivre le Zoom avec les intervenants et un autre écran sur lequel elle peut avoir accès au Drive pour pouvoir jongler entre les deux sans forcément avoir à changer de fenêtre et pouvoir à la fois suivre ce que disent les intervenants et déjà en amont regarder les questions qui arrivent pour faire aussi son tri, pour décider quelles questions sont plus pertinentes, comment elle va pouvoir faire une jonction entre 2 questions pour n'en poser qu'une et voilà, estimer un peu le débat. Voilà, donc on a terminé notre présentation au niveau de la team questions-réponses. Et je vais continuer en vous parlant de la communication et comment on va mettre en avant notre événement en amont de celui-ci. Étant donné qu'on est quand même légèrement, pas coincé, mais qu'on n'a plus d'événements présentiels et qu'il y a eu dernièrement donc aussi le confinement, on a décidé de surtout communiquer via les réseaux sociaux. On utilise 3 réseaux sociaux pour communiquer sur nos événements, Facebook, LinkedIn et Twitter. Et sur Facebook et LinkedIn, par exemple, on va créer des pages spéciales pour notre événement dans lesquelles on va renseigner les informations, le lien d'inscription une fois qu'il est disponible, les horaires. Et on va, à partir de ce moment-là, on va créer 2 communications différentes. Une communication dans notre événement dans laquelle, par exemple, on va présenter nos intervenants, présenter des contenus qui sont en lien avec le séminaire. Alors que sur notre page principale, on va plutôt mettre des rappels à 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine de l'événement et des contenus plus résumés de ce que l'on va mettre dans notre page événement. Cette communication d'amont, elle concerne aussi par exemple la création d'un article sur le site de l'IDEA à propos de l'événement. On va mettre cet article dans la newsletter. Et à partir de ce moment-là aussi, quand on va faire des communications, on va toujours penser à qui on peut utiliser dans notre communication pour augmenter notre audience. Donc, on va échanger avec les intervenants, on va échanger avec nos partenaires institutionnels, les laboratoires ou les universités dans lesquels travaillent les intervenants. Et on va essayer de stimuler ces interlocuteurs pour qu'eux partagent la nouvelle et pour qu'on essaye de faire parler de notre événement. Ensuite, pendant l'événement, la communication elle est aussi présente pour les personnes qui ne suivraient pas forcément l'événement, à la fois qu'elles puissent savoir qu'il y a cet événement, qu'elles puissent le rejoindre en cours. Et on va par exemple mettre un rappel juste avant l'événement en mentionnant encore une fois tous les partenaires et les institutions. On va préciser qu'on est en direct, on va mettre le lien soit vers le Zoom, soit vers le Facebook Live. Et voilà, dernièrement, on a testé plusieurs solutions, j'ai envie de dire, plusieurs méthodes pour communiquer pendant l'événement sur les réseaux sociaux. Et on a décidé plus ou moins de se concentrer sur le Facebook Live, dont va parler mon collègue Guillermo. Ok, merci beaucoup Louis. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Guillermo. Donc, je vais vous parler de 3 choses différentes. Premièrement, je vais vous parler de la différence entre diffuser en direct et enregistrer des vidéos. Deuxièmement, je vais vous parler de l'intégration des directs sur les réseaux sociaux, comme vient de le mentionner lui. Et troisièmement, je vais vous parler de l'animation que nous faisons des réseaux sociaux pendant les directs. Alors, ce qui est important, je pense, à souligner justement pour commencer, c'est cette expérience très similaire qui existe quand on réalise une diffusion en direct, c'est qu'on apparaît sur un écran et on a l'impression qu'on est en train de produire une vidéo qui peut déjà se diffuser sur d'autres moyens comme YouTube. Mais en réalité, ce sont des décisions qu'il faut prendre en amont. Alors, je vais présentement vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que ça marche? Non, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez bien diffusion en direct? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, j'ai fait une liste de 3 possibilités de questions de manière d'envisager l'expérience de diffuser un vidéo en direct. Donc, on peut enregistrer
en direct. C'est une option qui est automatique sur les options de Zoom. Et on a une durée à choisir. On peut par exemple choisir de faire une diffusion, un enregistrement pendant une semaine sur le Facebook Live, ce qui permet que l'événement soit consulté par des gens qui, par des raisons d'horaire ou par des raisons de calendrier, ils n'ont pas été disponibles pendant le direct. On peut également choisir, dans le deuxième cas, de faire un enregistrement pour garder de façon privée une archive qui va servir par la suite pour les chercheurs, pour les enseignants, pour consulter des choses qui ont été dites, qui peuvent être intéressantes pour des recherches postérieures. Troisièmement, et c'est le cas qui nous concerne nous à l'Institut des Amériques, on choisit de faire l'enregistrement du direct parce que on va faire une vidéo qui va être un produit de valorisation de la recherche. Alors, le cas spécifique dont je vais vous parler ici, c'est la vidéo du séminaire, de la première séance du séminaire Perspectives transaméricaines qui était consacrée aux présidentielles américaines. Alors, quand on enregistre une vidéo, quand on enregistre un direct pour faire une vidéo, les raisons pour lesquelles on doit ou peut faire un montage sont les suivantes. On souhaite insérer les noms et les affiliations institutionnelles des intervenants. On souhaite, comme vous pouvez le voir dans la photo, créer des marques visuelles. À ce moment-là, par exemple, la coordinatrice scientifique, elle est en train de présenter les différents intervenants. Donc, on a un petit cadre jaune qui appuie cette présentation. On peut faire aussi l'insertion des PowerPoint ou des images qui ont été diffusées par les intervenants, comme l'a mentionné ma collègue Maëlys tout à l'heure. Un des avantages de pouvoir demander en amont les PowerPoint aux différents intervenants opère à l'occasion d'un montage. On peut améliorer la qualité des images et on peut aussi corriger, comme vient d'arriver dans le direct que nous avons eu, des petites impasses de présentation. Donc, on peut couper les choses qui ne sont pas utiles pour la diffusion postérieure. Enfin, on peut insérer des informations, des références de l'événement. Donc, moi, je vais juste vous partager rapidement le début de cette vidéo dans laquelle vous allez pouvoir voir des informations de référence sur l'événement. Bonjour. Voilà. Vous savez, le séminaire Perspectives. Donc, on a des noms de la personne qui intervient, l'université, on a des éléments visuels qui vont identifier l'événement comme un séminaire qui s'appelle Perspectives transaméricaines, etc., ainsi de suite. Et cette vidéo, pour information, elle apparaît dans notre canal YouTube où nous avons enregistré toutes les années précédentes du séminaire Perspectives transaméricaines, donc ce n'est pas quelque chose sur laquelle nous avons improvisé. Voilà, c'est le premier point, c'est diffuser en direct et enregistrement vidéo, comment reconnaître les différences et comment faire pour comprendre l'importance de faire un montage vidéo par la suite. Maintenant, je vous parlais de l'intégration des directs sur les réseaux sociaux, en particulier en faisant allusion au cas de Facebook Live et de Twitter. Une petite mention initiale, c'est le fait que les réseaux sociaux, ils n'ont pas encore produit un lieu spécifique pour les activités de l'enseignement supérieur et de la recherche. Là, par exemple, je vous ai fait une copie de toutes les catégories qui sont proposées par le Facebook quand on crée un événement. Et quand on crée un événement dans le cas de l'enseignement supérieur et de la recherche, on est obligé, oui, de figurer sous la catégorie « Autre ». Alors, ça veut dire justement que la logique de l'enseignement supérieur et de la recherche, elle n'existe pas encore dans les réseaux sociaux. Alors, concrètement, quand on va faire une insertion, une intégration d'un direct sur le Facebook, il y a 3 lieux différents dans lesquels on peut créer cette localisation. La page institutionnelle, donc la première page qui se présente quand on rentre dans la page de l'Institut des Amériques,
à l'occurrence, la page de l'événement, qui a un numéro un peu difficile de trouver. Et il y a un troisième lieu qui est la page de direct. Donc, l'avantage de la page de direct, c'est que nous avons choisi dans l'Institut d'Amérique, c'est que les différents événements que nous avons réalisés, ils vont commencer à faire partie d'une petite bibliothèque qui peut être consultée successivement. Alors, ici, vous pouvez voir la page de l'événement Perspective transaméricaine. Et ce que nous avons fait le moment de l'événement, c'est que dans la discussion, nous avons fait une phrase, nous sommes en direct, et puis envoyé à l'hyperlien de la page de direct. Donc, ça permettait que tous les gens qui se sont inscrits dans l'événement recevaient une notification. Vous voyez ici la page principale de l'Institut des Amériques. Il y a le menu de navigation. Donc, il y a accueil, à propos et plus. Dans le menu plus, on cherche jusqu'à la page en direct. Et ensuite, on trouve cette bibliothèque de vidéos dans laquelle se trouvent successivement les différentes émissions. Enfin, comment ça se fait l'intégration sur Twitter de direct? Alors, comme Twitter ne possède pas un écran de diffusion de vidéos, comme c'est le cas de Facebook, alors ce qu'on doit faire, c'est qu'à partir du Facebook, on a une option de partage dans laquelle on peut sélectionner le partage sur Twitter et postérieurement, un hyperlien va se déployer sur la page Twitter dans lequel les gens peuvent cliquer et peuvent voir apparaître directement la vidéo. Voilà. Troisième sujet sur lequel je vais vous parler, c'est comment faire l'animation des réseaux sociaux. Alors, nous avons essayé dans l'Institut d'Amérique 4 alternatives différentes. Alors, la première alternative consiste à citer des phrases fortes mentionnées par les intervenants, avec l'objectif notamment de créer une boucle de diffusion, donc les gens qui repartagent ces types de phrases, ou éventuellement lancer une discussion. Deuxième alternative d'animation sur les réseaux sociaux, c'est de créer un livre d'or. Donc, on va demander aux gens qui sont eux, quelles sont leurs affiliations institutionnelles, dans quel pays sont-ils connectés, et d'autres questions de cet ordre-là. Troisième alternative, c'est susciter une discussion virtuelle. Donc, ça va être un rôle similaire à celui d'un discutant dans une salle. Il est question de trouver des positions de contradiction possibles entre les intervenants invités, des phrases fortes également, et commencer à proposer aux différents publics de réagir face à ce qui est en train de se passer en direct. La quatrième alternative est effectivement celle de nommer les intervenants et les affiliations institutionnelles, ce qui va faciliter le repérage de la personne qui parle par la suite. Voilà. Donc ça, c'est un peu la manière comme nous avons travaillé sur les réseaux sociaux à l'Institut. Et évidemment, il est question que chaque projet imagine les alternatives et les manières de faire, mais toujours l'objectif, c'est de pouvoir trouver dans l'espace des réseaux sociaux une manière de susciter une dynamique qui soit plus conforme aux aspirations de la recherche et de l'enseignement supérieur. Maintenant, je laisse la parole à M. Lou Renaudino qui va vous parler aussi de la façon comme il a accompagné ces différentes expériences du point de vue du public. Merci Guillermo. Effectivement, je vais essayer d'aborder rapidement la question du webinaire depuis le point de vue du public, puisque ce qui peut paraître un... Vous m'entendez bien? Oui. Ce qui peut paraître un souci d'un point de vue des organisateurs ou des intervenants peut être imperceptible de la part du public, et au contraire, certains soucis qui peuvent être insignifiants pour les organisateurs ou les intervenants peut prendre beaucoup plus d'importance pour le public. Un des points que j'aimerais aborder rapidement, c'est le fait qu'en tant que public, notre attention sur un événement en ligne est très différente de celle d'un événement
en présentiel, on peut faire d'autres choses en même temps. Certaines personnes vont avoir uniquement l'audio. Du coup, naît le besoin de dupliquer l'information. C'est-à-dire que durant les webinaires organisés par l'IDEA, ça a déjà été évoqué par mes collègues, mais dans le chat étaient diffusées les modalités pour poser les questions et les identités des intervenants au moment de leur prise de parole, ce qui, je pense, est du point de vue du public très intéressant et aide à la compréhension de l'événement et de suivre des informations qui auraient pu être perdues. Mais dans le même temps, il est assez important de sélectionner ces informations, puisque le format du chat, notamment sur Zoom, est très compliqué à lire. Et dès qu'on a des informations qui vont être longues ou de manière générale, s'il y a un trop plein d'informations, je pense qu'en tant que public, très rapidement, on va tout simplement cesser de lire et perdre du coup toutes ces informations. Il y a aussi, je pense, de l'ensemble des webinaires auxquels j'ai pu assister, finalement le souci le plus récurrent, c'est un souci qui est celui de la vidéo en vedette. C'est notamment le cas pour les webinaires, puisque les intervenants ou les organisateurs de la séance n'ont pas la même vision que celle du public. Ils vont avoir généralement l'ensemble des webcams, et ce qui n'est pas le cas du public, il va en avoir généralement qu'une seule. Et il peut y avoir des soucis de passage de caméra, et donc avoir des intervenants qui ont fini de parler mais qui vont être en vedette, et des intervenants qui vont parler qui du coup ne vont pas apparaître, ce qui peut poser des problèmes divers, et au-delà de l'inconfort que ça peut susciter auprès du public, ça peut être aussi des moments où la sphère privée pourrait rentrer dans le contexte du webinaire, des séminaires, ce qui n'est généralement pas souhaitable. Enfin, la dernière chose que je voulais rajouter, l'avant-dernière chose que je voulais rajouter, pardon, c'est, je pense, l'importance de passer la parole, tout simplement. C'est quelque chose qui a été fait tout au long de cette séance, mais à plusieurs reprises, on peut avoir des intervenants qui ont fini leurs interventions et qui ne vont pas l'expliciter. À ce moment-là, on a un blanc, un silence, qui nous fait perdre en réalité du temps, et c'est sans doute ce serait plus agréable d'avoir une question supplémentaire qu'un blanc de quelques secondes pour ce genre de choses. Et donc, il est important, je pense, d'annoncer la fin de sa prise de parole, ou de passer la parole à la personne suivante. Enfin, tout ça, c'est des questions qui sont assez compliquées, et globalement, l'organisation d'un séminaire en ligne pose pas mal de problèmes et de questions, mais c'est aussi un moyen d'ouvrir le public et d'accéder à des personnes ou à des publics qui sont différents, ou qui n'auraient pas pu assister à certains événements dans d'autres contextes. Donc c'est quelque chose à, je pense, ne pas négliger. Je vais, sous le contrôle de mes collègues, je crois que lors des différents séminaires qu'on a organisés, sans chiffre exact, mais je pense qu'on a tourné sur l'ensemble aux alentours d'une centaine de personnes dans le public, plus ou moins en fonction des événements, mais ça permet de toucher quand même un public assez important, et c'est important de le définir aussi. Ça dépend bien sûr de vos objectifs, mais toucher le maximum de personnes reste souvent un objectif intéressant. Voilà pour moi. Je vais donc passer la parole à peut-être Marion Magnan, si elle veut enchaîner. Merci à tous. On se met en mode de galerie, comme ça vous permet de tous nous voir en même temps. On arrive, nous, au bout de notre présentation. Peut-être juste quelques mots de conclusion de notre côté, qui serait tester, retester, et n'hésitez pas à retester. D'abord vous, puis votre équipe, et troisième niveau, les intervenants qui sont quand même
des personnes qui vont être en première ligne dans cette prise de parole et s'ils ne sont pas suffisamment à l'aise avec l'outil que vous avez choisi, ben forcément, ça va être un moment qui risque d'être désagréable et ce n'est pas l'objectif de la rencontre non plus. Parce que nous, on constate bien que de toute façon, il y a toujours des imprévus. Donc, avoir aussi des options A, B ou C, essayer de prévoir au maximum les éventuels bugs techniques qu'on de toute façon on ne pourra pas toujours prévoir. Doubler systématiquement aussi les outils de connexion pour votre équipe qui va vous aider. Si un ordinateur tombe en panne, on vous disait avoir 2 écrans, plus vous avez de matériel sous la main, alors ce n'est pas toujours évident quand vous êtes chez vous, mais essayez de vous faire prêter. Je sais que les coordinatrices scientifiques ont essayé d'être dans un espace au calme, d'avoir accès à Internet. Si vous êtes obligé de passer par du Wi-Fi, essayez de demander aux autres membres de votre famille de ne pas se connecter en même temps pour avoir une connexion Wi-Fi de meilleure qualité si vous ne pouvez pas passer par une connexion réseau. Enfin, tout ça, ce sont des points importants qui semblent un peu techniques et pas très intéressants quand on en parle là aujourd'hui, mais qui peuvent avoir des conséquences assez importantes sur votre événement. Et du coup, ça m'amène au deuxième point. Pensez à avoir une checklist à la fois pour toute la préparation en amont, pour être sûr de ne rien oublier, et également une deuxième checklist pour le jour J. Et ces deux listes de suivi de tout ce que vous avez à faire, en précisant bien toujours les rôles des uns et des autres. Vous avez vu qu'il y a énormément de choses. Enfin, je reprécise, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est quelque chose de très développé parce que nous sommes nombreux et vous n'êtes pas obligé de gérer des réseaux sociaux, des questions en plusieurs langues, de prévoir des réponses à des questions systématiquement. Mais si vous souhaitez le faire, même dans un format à minima avec 3-4 personnes, comme je vous disais au départ, il faut quand même que les rôles des uns et des autres soient vraiment très clairs dès le départ. Et donc ça, vous pouvez l'indiquer aussi sur votre checklist. Et comme vous disiez Maëlys et Juliette, tous ces éléments d'organisation, vous pouvez les partager avec l'ensemble des personnes qui vont intervenir pendant l'événement. Ça permet à chacun de bien comprendre le fonctionnement général, et d'être rassuré et de mieux vivre le moment qui finalement est un moment qui passe toujours très vite. Donc, entre le moment de connexion et le moment où le webinaire se termine, c'est toujours un peu frustrant. Ce qu'on n'a pas du tout abordé, c'est que le format de Zoom webinaire est intéressant puisqu'il permet de se réunir en amont avant que le public se connecte pour justement rediscuter, répondre aux dernières questions et inquiétudes. Mais par contre, il ne permet pas de rester à la fin du webinaire justement pour débriefer un petit peu, discuter ce qu'on fait dans un événement classique. Donc, c'est toujours un peu frustrant et ça, il faut que nous, on travaille un peu là-dessus. Il y a peut-être la possibilité de créer une sous-salle Zoom qui permettrait de glisser du webinaire officiel à une sous-salle pour que les communicants puissent discuter, prendre 5 minutes pour se dire au revoir, ça c'est important aussi. Un point qu'on n'a pas trop évoqué ou un peu rapidement, c'est la question de la traduction ou du sous-titrage. Nous, on s'est lancé dans le dernier webinaire sur une traduction transcrite en direct par une jeune docteure qui a accepté de traduire l'intervenante qui parlait en portugais, puisqu'on savait qu'on avait assez peu de membres du public qui seraient capables de comprendre le portugais. Donc, il y a la possibilité sur Zoom de faire ce qu'on appelle, donc ce qu'ils appellent eux une transcription en direct. C'est une option qu'il faut intégrer dans votre webinaire, qu'il faut cocher au moment où vous lancez votre webinaire. Il faut bien penser à cocher, afficher les sous-titres pour que les sous-titres apparaissent. Demander aux membres du public qu'ils affichent également les sous-titres parce que s'ils ne le font pas, les sous-titres n'apparaissent pas. Et on peut avoir en parallèle à la fois le sous-titre qui apparaît en direct, qui est traduit, et également la transcription intégrale sur la fenêtre de droite qui est utile aussi. Si on a perdu un peu le fil de la présentation, on peut relire ce qui a été traduit plus haut. Et Zoom a également une option qu'on a testée, alors qui n'est pas parfaite, mais qu'on a testée pendant le dernier webinaire, qui est la transcription automatique, mais qui ne fonctionne que pour l'anglais. Donc, pour un intervenant qui parle anglais, vous avez la possibilité de demander à Zoom de faire apparaître en sous-titrage le texte en anglais, ce qui peut être utile pour un public non anglophone. Ça peut aider à mieux comprendre, même s'il y a quelques bugs de traduction, puisque c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Ce n'est pas parfait, mais ça peut être utile. Maëlys disait avoir un PowerPoint dans une langue et intervenir dans une autre langue. Ce sous-titrage de l'anglais peut être aussi complémentaire.
Je vais juste en profiter tant que j'ai la parole pour répondre à deux questions qu'on avait sur le Facebook Live à partir du Zoom. En fait, là aussi, dans la barre tout en bas, il y a 3 petits points plus et on peut, il n'y a rien à installer de plus, à partir du Zoom, on clique directement Facebook Live. Il faut choisir, soit c'est du Facebook, soit c'est du YouTube Live. On clique et il y a 2 pages qui s'ouvrent. Il faut accepter, cocher. Il y a différentes options. Vous tombez ensuite sur votre page Facebook. Vous choisissez, comme disait Guillermo, si vous le publiez en direct sur la page principale ou dans l'événement. Mais c'est assez simple à partir de Zoom de lancer le Facebook Live. Ce n'est pas immédiat. Quand on est dans la salle d'attente et qu'on lance le webinaire, c'est immédiat, les spectateurs apparaissent. Le Zoom, ça prend un peu de temps, donc on calcule en gros 1 minute de transition entre le lancement dans le Zoom et le lancement sur le Facebook Live. Et ce qu'on fait, nous, qu'on n'a peut-être pas trop abordé non plus, c'est les questions d'image de fond qu'on a utilisées. Là, par exemple, si moi, je mets un post-it sur ma caméra et que je suis en vidéo en vedette, je disparais et ça permet de communiquer aussi avec des images, avec une présentation de la séance, des différents intervenants. Ça, c'est ce genre d'image qu'on utilise pour lancer au début et à la fin du webinaire pour que les choses se lancent avec une information. Tous les micros sont fermés, mais le public commence à avoir un premier niveau d'information qui peut passer par des images. Et ces images-là peuvent être utiles, elles peuvent nous être utiles aussi dans les moments de transition, quand il y a un petit blanc, etc. On peut remettre ce programme-là en mettant en vidéo en vedette la personne qui, au sein de l'équipe, a cette image derrière elle, et il suffit de mettre un post-it sur la caméra pour qu'on puisse utiliser cette image pendant la séance. Est-ce que certains, donc on a répondu à pas mal de questions, est-ce qu'il y a des questions, je me tourne vers les membres de l'équipe qu'on pourrait poser à l'oral et y répondre, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en attente? Oui, allez-y. Il y a une question, il me semble qu'on avait discuté, qui est de lorsqu'on enregistre la vidéo, est-ce qu'on peut choisir quelles caméras vont être utilisées à tel moment, ou est-ce que ça dépend des caméras qui sont utilisées pendant le live? Est-ce qu'après, à la fin du séminaire, est-ce qu'il y a possibilité de changer les prises de vue qui ont été faites pendant l'enregistrement? Alors, pendant l'enregistrement, ce qui donne le format imposé, c'est la personne qui est administrateur du Zoom. Donc là, dans ce cas-là, c'est moi et c'est mon affichage qui sera visible pour l'ensemble des membres du public. Ce n'est pas nécessairement l'affichage des intervenants. Ça, c'est un premier niveau. Et après, au niveau de la récupération de la vidéo, Guillermo, toi, tu peux faire des modifs? Effectivement, c'est vrai que c'est une question sur laquelle on commence à se pencher un peu progressivement. Comment faire pour utiliser plusieurs caméras? Et dans le cas de ce que nous avons fait, nous avons ressenti ce besoin pour les perspectives transaméricaines. Ce que nous avons fait concrètement, c'est que nous avons agrandi les images, les petits carrés, les petits cadres dans lesquels figurent les différents intervenants. Et quand ils devaient être en vedette, mais ils ne l'étaient pas dans la diffusion en direct, on pouvait manipuler la taille de l'image pour la faire occuper tout l'écran, sauf que la qualité n'est pas au rendez-vous. Alors, comment faire pour améliorer sur ces points-là? Je pense que progressivement, les institutions s'équipent. Nous sommes aussi posé la question de comment faire justement pour réussir à avoir des caméras de bonne qualité un peu partout. Est-ce que ce sont des choses qui vont être gérées individuellement par les différents intervenants, ou est-ce qu'à un moment donné, on va faire des événements dans un format un peu hybride, par exemple une salle de cours sans public dans laquelle seulement sont présents les intervenants et dans laquelle on peut utiliser plusieurs caméras qui vont garantir cette qualité. Donc pour l'instant, je pense que ce sont des problèmes que nous avons tous repérés, mais pour lesquels on n'a pas encore une solution testée, sauf cet agrandissement du cadre qui ne garantit pas vraiment
la qualité, ça se pixelise un peu, donc ce n'est pas absolument idéal, mais ça permet quand même de centrer l'attention sur les intervenants lorsqu'ils sont en train de prendre la parole. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions non résolues? Vas-y, Marine. Oui, on a eu plusieurs questions à propos des trolls et des messages, enfin, des gens qui s'en servent un peu dans le webinaire. Donc déjà, comment dire, pour le moment, nous, on n'a pas eu de trolls ou de messages haineux. C'est quelque chose qu'on avait prévu, notamment pour le webinaire Femmes en Mouvement. On avait peur qu'il y ait des messages un peu machistes, ou notamment pour les élections américaines. On avait peur d'être trollés par des gens qui voilà, pour tout ce qui est rapport avec Donald Trump. On a eu sur Facebook, alors pas en live, mais sur la page Facebook, le premier webinaire qu'on avait lancé. Alors avant l'événement, on avait sur chaque post qu'on mettait, on avait quelqu'un qui mettait un petit message vers un lien en disant que c'était le lien du webinaire, mais qui n'était pas du tout un lien qui avait rapport. Donc ça, on pense que c'est lié au fait qu'on avait mis un lien qui était ouvert. Je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer pourquoi il y avait ce message automatique qui se mettait. Mais on a développé un peu une technique. Donc, on a Louis qui, lui, sur Facebook, il est très attentif. Puis, ce qu'il faisait, c'est qu'il supprimait ça dès que c'était visible. Et après, pendant le live, sur Zoom, en tout cas, on peut supprimer donc, les messages qu'on juge trolls, les messages haineux. Et on peut carrément, je crois, faire partir quelqu'un. Je ne sais plus comment on fait ça, mais il me semble qu'on peut décider qu'une personne est, je veux dire, éjectée du Zoom. Pour le Facebook, c'est plus compliqué, je pense, parce que c'est Facebook, donc on peut se connecter, n'importe qui peut se connecter, alors que là, le Zoom, ça requiert d'avoir quand même un lien déjà. Et je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter, peut-être Louis, tu veux ajouter quelque chose? Effectivement, tu as tout dit. Oui, on a eu quelques petits trolls pour Femmes en Mouvement qu'on a pu régler assez rapidement, qui n'ont pas été non plus trop gênants, puisque c'était un événement qui était assez strict. Donc, en fait, tout le monde ne pouvait pas poster. Il fallait une validation d'un administrateur pour poster. Donc, j'ai vu des demandes de personnes qui voulaient poster des messages qui n'avaient pas forcément rapport avec l'événement, et ça n'a pas été accepté. Et voilà. Donc, à part des commentaires qui n'allaient pas forcément dans le sens des événements qu'on organisait et auxquels on avait prévu des réponses, on n'a pas eu effectivement de commentaires qu'on pourrait juger de déplacés ou de haineux. Juste pour terminer, concernant le Zoom, les intervenants, eux, ils ont un lien qui est propre à leur personne. Donc déjà, c'est très difficile, je pense, d'intégrer un Zoom en tant qu'intervenant. Et ensuite, s'il y a quelqu'un qui veut venir, mettons, troller le Zoom, il va être spectateur. Puis pour démontrer son intention, il va falloir qu'il mette des messages sur le QNR. Et là, il va passer par nous qui allons le filtrer. Donc sur Zoom, je pense que c'est assez difficile de faire ce genre de manœuvre. Il y a d'autres questions en attente? Peut-être pas une question, mais un point que j'ai oublié d'aborder. C'est sur la fin d'un séminaire et les informations dans le chat. On avait déjà évoqué ça, mais lorsque vous fermez le séminaire, en tout cas sur Zoom, les participants, le public est automatiquement éjecté. Et ça peut être donc intéressant de laisser le séminaire ouvert quelques minutes ou un certain temps à décider. Tout simplement, si vous avez des informations dans le chat pour qu'il puisse les récupérer, copier-coller des choses s'il a besoin, relire des questions. Enfin, tout ce type de choses qu'il peut faire dans un moment plus calme que durant le séminaire où il faut aussi qu'il écoute les intervenants. Voilà. Donc, c'est des questions à se poser également. Voilà. Est-ce que certaines personnes dans le public souhaitent partager avec nous une expérience d'organisation d'événements réussie ou ratée ou intéressante?
ou si ce n'est pas le cas, est-ce que d'autres souhaitent partager des commentaires ou des prises de parole qui ne peuvent pas nécessairement passer par l'écrit et que vous souhaitez En attendant, peut-être quelques questions. J'ai eu des questions au sujet de l'interprétariat simultané des canaux, donc je peux éventuellement y revenir quelques minutes à l'oral. Il faut savoir que toutes les entreprises, tous les interprètes professionnels se sont mis à jour très rapidement et qu'ils se sont tous adaptés, ils savent fonctionner sur les différentes plateformes de diffusion en ligne pour pouvoir proposer de la traduction, de l'interprétariat simultané. Pour information, c'est un dispositif qui est assez coûteux, donc vraiment à intégrer assez en amont dans vos budgets d'événements. Le format webinaire sur Zoom propose effectivement d'avoir plusieurs canaux de traduction, c'est-à-dire que pour un événement qui sera par exemple intégralement en français, vous voulez avoir de la traduction en anglais et en espagnol, il faudra faire appel donc à des interprètes et vous avez la possibilité de créer des canaux de communication. Et pour le public, donc à droite de votre QNR, vous auriez en bas deux petites icônes supplémentaires, dont une avec je crois que c'est des drapeaux même plus que du texte avec la langue, ça doit être un drapeau espagnol et un drapeau anglais. Et donc une fois que vous cliquez, ça switch automatiquement l'entrée audio, à savoir que c'est comme si vous aviez un casque dans une salle de conférence avec des canaux d'interprétariat et vous passez à la traduction simultanée par les interprètes. Comme le disait Marion au début, si jamais vous choisissez cette option, il faut essayer de le faire assez tôt pour pouvoir anticiper et préparer aussi vos intervenants parce que d'une part, l'exercice d'interprétariat est un peu compliqué, mais la distance le rend d'autant moins évident que souvent on ne travaille pas dans les mêmes espaces, donc ça suppose que les interprètes puissent avoir accès à un maximum de matériaux au préalable. C'est pas évident pour en avoir discuté avec certains. Quand on se posait la question, nous, de si on allait le faire, c'est pas évident. Alors oui, certaines sociétés proposent un appui technique sur Zoom pour l'interprétariat et certaines même proposent directement de vous fournir la plateforme. C'est-à-dire qu'ils vous offrent un service clé en main. C'est eux qui font les tests techniques avec les intervenants, c'est eux qui vont gérer le lien de connexion pour les participants, c'est eux qui gèrent les éventuels soucis techniques pendant la tenue de l'événement. Voilà, encore une fois, c'est un budget qui est assez important. On donne la parole à Maria Elvira, ouais. Qui, c'est possible, ouais. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, vas-y. Merci beaucoup pour cette formation. Alors moi, je voulais partager une expérience qu'on a avec quelques collègues aussi de l'IDEA, qui est un séminaire qui s'intitule Genre et féminine dans les Amériques latines. On s'est vu obligé à cause du confinement de passer en ligne et donc de se former un peu avec l'expérience. Et ça s'est bien passé. Je voulais partager le fait que nous, on n'a pas accès à l'option webinaire. Donc, on utilise le Zoom normal avec un compte à Tania de son université qui nous permet quand même d'avoir plusieurs personnes, enfin une quantité assez importante de personnes. Et voilà, donc c'est possible aussi de travailler pour des événements comme ça moins important, moins grand qu'un grand événement scientifique comme un séminaire, de travailler avec l'option qui n'est pas l'option séminaire. Alors, donc, beaucoup de choses que vous nous avez présentées, on les a mis en place et évidemment, on prend aussi tous les conseils que vous avez donnés qu'on va mettre en place. Pour éviter les trolls, on ferme le chat et on dit aux personnes qu'elles peuvent communiquer qu'avec l'hôte. Et du coup, les questions sont envoyées par écrit à l'hôte. Et du coup, ensuite, on retranscrit ces questions, on les pose aux intervenants. Mais c'est une manière d'éviter les trolls. On bloque aussi le fait qu'ils puissent écrire sur les PowerPoint ou qu'ils puissent évidemment activer leur micro ou leur caméra. Donc, c'est des manières d'éviter les trolls.
Voilà. Je ne sais pas quoi d'autre, mais oui, voilà, c'était pour dire qu'on peut quand même, sans cette option webinaire, on peut quand même organiser des événements scientifiques sans problème. Voilà, merci Oui, beaucoup. merci. Oui, effectivement, c'est bien que tu puisses dire ça parce que l'idée, c'est que on vous présente aujourd'hui quelque chose d'un format un peu spécifique qu'on a choisi, mais qu'il est tout à fait possible de faire plein d'événements scientifiques avec d'autres outils et d'autres formats, pas forcément aussi pointus, et ça fonctionne aussi très bien. Il faut juste avoir un autre type d'organisation. Vous êtes combien, vous, pour gérer ça sur les séminaires? Pour le séminaire, on est 8, mais en fait, pour chaque séance, on s'est réparti les séances en référentes. Et donc, en général, on est 3-4 par séance et on se repartit justement tout ce travail en amont. On fait des tests et on dit, toi, tu t'occupes de gérer les questions, toi, tu t'occupes de présenter, toi, tu t'occupes… voilà, comme vous l'avez très bien dit, on se donne des tâches très spécifiques et des rôles très spécifiques pour pouvoir gérer tout le travail. Parce que c'est vrai que pour une personne, ça serait impossible. Super. Donc 3-4, c'est ce qu'il faut, quoi. C'est le minimum. Voilà, c'est ça. Okay. Merci. On a Monsieur Dumoulin qui voulait également prendre la parole. David, est-ce que tu… Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais. Donc moi, je suis en train de travailler à l'organisation du colloque de la semaine prochaine sur l'écologie politique en Amérique latine. Donc nous, on est passé par Meet. Donc ma première question, c'est là-dessus. Est-ce que d'autres personnes auraient utilisé Meet pour des événements comme ça assez importants, en particulier avec la dimension de traduction? Je voulais savoir, parce que j'ai trouvé ça intéressant, tout ce que vous avez mis en place pour essayer de donner des traductions. Est-ce que certaines personnes auraient utilisé Meet? Ma deuxième question, c'est donc sur la division des rôles. Vous avez bien décrit tout ça, mais est-ce que vous pourriez revenir de manière simple sur le jour J? Que faisait chacun? Encore une fois, en plus évidemment de l'animatrice, comment vous étiez divisé les rôles? Et une troisième question qui est proche, c'est vous avez démultiplié les canaux de communication. Est-ce qu'il n'y en avait pas trop? Et comment vous faisiez pour gérer à la fois le WhatsApp, le Drive, les différents canaux? Enfin, ça m'intéresse. Je sais pas. La question 2 étant évidemment très liée à la question 3. Je vous remercie beaucoup. Merci. Pour essayer d'être simple, en fait, la division, la répartition des rôles, elle correspond un peu aux interventions des différents membres de l'équipe. Il y avait Juliette et Maëlys qui étaient, elles, chargées de tout ce qui était intervenant. Elle gérait à la fois la préparation en amont et le jour J, c'est elle qui gérait un groupe WhatsApp qui était spécifique uniquement pour les intervenants. Et donc ça, c'était un seul canal de communication. Juliette et Maëlys intervenant, et les autres n'étaient pas pollués par tout ce qui pouvait se dire dans ce canal-là. Ensuite, il y avait l'équipe QER qui était composée de 4 personnes, donc qui a été présentée par Louis, Marine et Charlotte. Là, la répartition des tâches, donc comme ils l'ont exposé, il y a ceux qui étaient plutôt concentrés comme Charlotte sur la gestion de l'arrivée des questions, voire faire un premier filtre. Est-ce que c'est une question à laquelle on peut répondre, qui est une question un peu technique, ou est-ce que c'est une question qui nécessite que Louis la récupère et la fasse remonter dans le drive? Donc là, il y avait une répartition des rôles un peu plus précise au sein de cette équipe questions-réponses. Mais en gros, la fonction principale de cette équipe, c'était vraiment de gérer le lien avec les spectateurs. Et ensuite, on avait l'équipe plutôt communication, donc Guillermo essentiellement dans le direct, qui s'assurait que le Facebook Live, le Twitter étaient alimentés, fonctionnaient. Et moi, de mon côté, puisque j'avais le rôle d'admin, j'étais plus en gestion des caméras, des micros, des prises de parole. Et ce que Maëlys a décrit au début, on avait décidé que d'abord la coordinatrice scientifique était en vidéo vedette, puis chaque intervenant était en vidéo vedette. Donc en fait, c'est le travail de gestion des caméras et des micros, comme tu aurais sur un plateau de télé, quoi, de backup régie. Et ensuite, le format plus discussion où je mettais en format galerie pour qu'on ait l'impression d'être autour d'une table ronde et que les intervenants se répondent. Ça, c'est sur la répartition plus précise des tâches. La deuxième question, c'était trop de canaux de communication, c'est ça?
Les canaux de communication, on a essayé là aussi de leur donner des fonctions différentes et que les canaux ne se croisent pas. Donc, comme l'a dit Maria Elvira, effectivement, on a fait le même choix, le chat, il n'allait que dans un seul sens, il n'était pas accessible au public. Donc, c'était uniquement pour que, donc c'était Juliette qui avait cette fonction-là, envoie des informations à l'ensemble des conférenciers et des spectateurs, des informations d'ordre général. Le QR qui, lui, était à l'inverse pour faire remonter les questions du public et qui arrivait à l'équipe de 4 personnes, donc ils ne se croisaient pas les deux. Le WhatsApp des conférenciers, c'était un groupe à part et il n'y avait que Juliette et Maïlis à l'intérieur. Et nous, ensuite, il y avait un autre WhatsApp qui était uniquement pour l'équipe QR, puisque chacun est chez soi. Et donc, pour gérer à plusieurs le QR, il fallait qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc, eux se parlaient et se faisaient des commentaires sur les difficultés qu'ils rencontraient. Et ensuite, on a le WhatsApp général de l'équipe, mais bon, ça, c'est parce qu'on est habitué à travailler ensemble, où vraiment, quand il y avait un gros problème, si ça n'arrivait pas à se résoudre dans un des canaux de communication, on le faisait remonter dans le groupe général, mais ça ne concernait pas du tout ni la coordinatrice scientifique, ni les intervenants. Il faut vraiment que chaque canal soit utile et ait une fonction propre, mais ne soit pas redondant. Ensuite, sur le WhatsApp, l'avantage, c'est qu'on avait tous 2 écrans et tu as la possibilité de ne pas le consulter sur ton téléphone, mais de le consulter sur ton écran. Donc, ça permettait d'avoir sur un seul écran, soit ton Drive, soit ton WhatsApp. Voilà. Ça ne fait pas forcément de bruit. Et ce qu'il faut bien préciser aux intervenants aussi, c'est que donc ils aient leur téléphone à côté d'eux pour pouvoir assurer cette communication-là, mais surtout qu'ils ne soient pas, qu'ils soient en silencieux pour ne pas venir perturber les prises de parole non plus. Donc, il faut qu'ils soient ouverts, mais pas qu'ils ne vibrent pas, mais qu'ils ne produisent pas de son non plus. Est-ce que j'ai répondu à tout? Oui, merci. Juste, est-ce que peut-être certaines personnes auraient utilisé Meet avec des questions spécifiques ou pas, en particulier pour les canaux de traduction, que ce soit à l'écrit ou avec un canal à part? Est-ce que quelqu'un dans la salle a utilisé du... Natalia, tu as utilisé du Meet? Non, c'est pas ça. Je voulais partager une autre chose. Est-ce que quelqu'un a utilisé du Meet et peut lever la main éventuellement ou pas? Non. Après, sur Internet, nous, ce qu'on a fait pas mal aussi, c'est qu'on a cherché sur Internet. Donc, peut-être que tu peux trouver des choses. Hélène Agi, peut-être? Oui. Moi, j'ai utilisé Meet en faisant des sous-titres. Alors, le sous-titrage est parfois un petit peu étrange, mais il est assez agile et assez efficace, en tout cas pour l'anglais. Je n'ai pas pu voir ce que ça pouvait faire pour d'autres langues. Pour l'anglais, ça fonctionne plutôt bien et ça permet d'avoir des vidéos qui sont sous-titrées. On a fait pour les enseignements quand notamment dans les cours de L1, L2, j'ai un collègue qui l'a fait systématiquement pour que les étudiants puissent comprendre ce qui se dit dans le cours. C'est plus difficile en vidéo qu'en présentiel, on est tous bien d'accord là-dessus. Donc voilà. Sur un événement scientifique, il va se poser la question de la spécialisation du vocabulaire. Il faudra essayer de voir en fait à l'épreuve de ce que ça peut donner. Parce que bon, sur un cours relativement simple et un niveau de conversation, ça fonctionne très bien. Voilà, sur un discours scientifique ou une communication, ça reste à essayer. Juste très rapidement, puisqu'on parle sous-titres et traduction, à savoir que, alors sur Meet, je ne saurais pas vous dire, ça marche sur Facebook. En revanche, ça ne se transmet pas sur le Facebook Live. Donc, nous, quand on a sous-titré vendredi dernier, qu'il y avait des gens sur Facebook qui auraient eu besoin d'avoir les sous-titres traduits du portugais vers le français, il fallait rapatrier tout le monde sur Zoom puisque Facebook ne prend pas en charge ce transfert-là. Idem pour la transcription de quelqu'un qui parle en anglais et dont le texte apparaîtrait en bas d'écran en anglais. Facebook ne prend pas en charge, alors que très partiellement. David, c'est bon pour toi?
Ouais, je voulais juste dire que nous, on essaye un truc. Vous savez, on diffuse pas par Facebook Live, mais sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'IHEL. Et en fait, le technicien de l'Université Paris 3 a créé un deuxième canal pour la traduction. Donc, en fait, il y aura deux canaux en fait, qui sont créés au sein de la chaîne YouTube de l'IHEL. Et bah, ça va nous permettre d'avoir éventuellement normalement, on aura une traduction, un interprétariat pro pour les conférences magistrales. Et c'est un canal qui peut être utilisé ensuite pour bricoler ou en tout cas donner des traductions, si possible, pour l'ensemble du colloque, quoi. Et donc, il a vraiment créé un deuxième canal parallèle, on va dire, sur YouTube. Voilà, juste pour l'information. Ouais, super, merci. Hélène, Natalia? Oui, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup. C'était super intéressant. Et en fait, je voulais partager une expérience que j'ai eue à propos de ces espaces d'échange informels. J'ai participé d'un workshop où effectivement l'organisatrice avait prévu dans le programme d'avoir des moments où on se partageait dans des sous-salles Zoom. Et puis après, on revenait tout le monde ensemble. Et c'était vraiment super. Les participants ont bien aimé. Sauf que, contrairement à la vie réelle, on ne peut pas choisir avec qui on se retrouve dans ces salles, ce qui a ses bons et ses mauvais côtés. Après, juste pour une autre question sur la traduction, pour donner une solution vraiment de bord, mais que j'ai fait dans des réunions, c'est qu'on a fait de l'interprétariat par appel WhatsApp en même temps qu'il y avait la réunion Zoom. Donc, on mettait quelqu'un qui faisait l'interprétation dans un appel WhatsApp avec la personne ou les personnes qui avaient besoin de l'interprétation. Et dans ce cas-là, on contournait cette besoin d'une fonctionnalité payante sur Zoom. Et puis, juste une troisième chose rapidement, dans ces mêmes workshops où il y avait ces espaces d'échange informel, une autre chose qui était super intéressante, c'est que comme c'était pas bon, il y avait du public, mais c'était aussi un moment où il fallait que les participants discutent parce que c'était autour d'un projet. Et, en fait, les présentations, elles ont été faites en amont, donc on pouvait avoir accès en amont aux présentations dans un site en ligne dédié. Et tous les temps sur Zoom étaient un temps de discussion. Et ça, c'était aussi super bien parce que du coup, ça a permis de faire un événement en réunion Zoom plus courte de ce qu'aura été s'il y avait les présentations en même temps. C'était ça. Merci. Merci Natalia. Est-ce qu'Hélène Agi, vous aviez d'autres choses à partager? C'était uniquement pour Meet. On a perdu Hélène. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans le public ou d'autres questions qui sont remontées entre-temps qu'on aurait centralisées? N'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir. Ah, Monsieur Vargas. C'est plus une anecdote. Ces derniers temps, effectivement, en regardant plusieurs événements qui ont été organisés en ligne, on se rend compte qu'il existe encore un décalage entre la conscience que l'on peut avoir d'être en direct face à un public et la conscience qu'on peut avoir d'être à la maison. Et donc, parmi les choses comme ça un peu surprenantes, qui nous ont fait un peu rigoler, mais qui nous ont fait aussi prendre conscience de l'importance de ce rôle de la personne qui contrôle les microphones et les caméras. C'était une journée d'études pendant laquelle il y a eu une pause pour que les gens puissent aller aux toilettes, sauf qu'on pouvait écouter le temps que les gens ils allaient aux toilettes, tous les bruits un peu intimes s'est diffusé en direct pour je ne sais pas combien de personnes qui étaient en ligne. Alors, il est vraiment important justement de prendre conscience en fait, qu'il y a plein de sons et plein d'images qui ne doivent pas circuler. Et donc, de manière plus générale, il est important de réussir en fait à nous détacher de l'espace domestique pour aller à un espace plus universitaire. Je pense que ça fait aussi partie des motivations que nous avons eues pour créer des images qui sont de fond et qui, d'une certaine façon, vont cacher aussi les lieux dans lesquels les gens parlent.
Donc, ils ont un double rôle, un rôle informatif, mais aussi un rôle de transformation de l'espace, d'adaptation de l'espace vers une logique un peu différente. Voilà, c'est tout. Charlotte, tu voulais intervenir? Il y a d'autres membres de l'équipe qui veulent ajouter, compléter. On arrive au bout de notre session. N'hésitez pas si vous voulez reprendre la parole pour une question ou partager une expérience. Si comme David, vous avez un événement dès la semaine prochaine et que vous voulez encore poser des questions. S'il n'y a pas d'autres questions, alors on vous remercie pour votre temps, votre patience. On espère que ça a pu être utile à tous. N'hésitez pas à partager ces infos avec vos collègues, vos doctorants, avec toute personne autour de vous qui va organiser des événements scientifiques. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré donc, la séance aujourd'hui et qu'on va la mettre sur notre site internet. On vous enverra à tous le lien pour que vous puissiez éventuellement également le diffuser autour de vous. Et voilà, n'hésitez pas non plus à nous dire comment se sont passés vos événements, nous tenir un petit peu au courant de vos expériences et de vos trouvailles. Merci à tous et toutes. Bonne fin de journée. Ciao.